confrères, chers consoeurs, chers maîtres, on vous remercie de partager avec nous cette première journée de cardio-oncologie que j'espère être bénéfique pour tous. Donc je vais vous parler, moi, alors les différents orateurs ont insisté sur la cardiotoxicité plutôt aiguë. Moi je vais m'atteler à décrire cette population qui est un petit peu à l'oubli, la population des survivants de cancer qui ont reçu qui ont reçu une chimiothérapie à base d'anthracycline avec ou sans radiothérapie. Donc je passe tout ça. Une précision cependant quant à la cardiotoxicité tardive. Longtemps on nous a dit que c'était une cardiotoxicité qui apparaissait au-delà de la première année du traitement. Si c'est finalement une définition qui n'est pas aussi juste que ça, puisqu'on sait qu'en fait il s'agit de l'évolution d'une cardiotoxicité qui s'est installée dès le départ à la phase aiguë et qui s'est développée avec le temps. Donc mes collègues vous ont bien décrit ce fameux schéma. Et moi, je vais donc m'atteler à décrire la population des survivants qui survient, comme vous le voyez, plusieurs années. On a eu des cardiotoxicités jusqu'à 15 ans, 20 ans après la fin de la chimiothérapie à base d'anthracycline et de radiothérapie thoracique. Cette plaque résume, comme pour le score ICOS, sachez qu'il existe des scores qui sont destinés aux enfants survivants de cancer, aux enfants et aux adolescents et aux jeunes adultes qui ont survécu à leur cancer. C'est un score qui va nous permettre de stratifier nos patients et voir quel est le risque de développer justement une insuffisance cardiaque. Il existe également des guidelines spécifiques à cette population. Et nous sommes heureux, l'année dernière, on a été ravis d'avoir les nouvelles recommandations de l'ESC de cardio-oncologie, puisqu'il est question ici de survivants de cancer de l'enfance, et donc ils ont été intégrés dans le suivi des patients survivants. La problématique de notre étude est, en fait, nous avons voulu savoir si le strain VG, puisque dans les recommandations actuelles, il est recommandé chez l'enfant de faire une échocardiographie, essentiellement de s'atteler à faire une fraction d'éjection VG. Et nous savons tous que la détérioration de cette fonction systolique, lorsqu'elle est évaluée à la fraction d'éjection bidimensionnelle ou tridimensionnelle, elle vient tardivement, c'est-à-dire que le diagnostic est fait trop tard. Donc nous avons voulu voir si le strain VG pouvait apporter un plus dans cette évaluation et donc nous permettre de dépister une population qui serait à risque de développer par la suite de l'insuffisance cardiaque clinique. Nous savons tous que l'insuffisance cardiaque, lorsqu'elle survient dans un contexte de cardiotoxicité, est une complication redoutable. Quel que soit le traitement que vous donnez, médical, médicamenteux ou autre chose, il est très difficile de traiter ces patients et donc leur pronostic n'est plus lié à leur cancer qui est dans plusieurs situations guéri, heureusement, dans un grand pourcentage. Par contre, ils décèdent des complications cardiaques. Donc, objectif principal, prévalence du GLS dans cette population, et les objectifs secondaires, bien sûr, on a recherché quels étaient les facteurs liés, prédictifs liés à cette baisse de GLS pour pouvoir agir sur ces facteurs. Et nous avons également comparé nos résultats, essayé de faire une corrélation avec le score clinique que je vous ai montré tout à l'heure pour voir si ça pouvait nous aider à dépister cette population. C'est une étude descriptive transversale. Nous avons été ravis de travailler avec nos collègues cardio-oncologues, hématologues, oncologues. Ce sont des patients qui sont toujours suivis en consultation de pédiatrie, malgré qu'ils sont adultes maintenant, mais il y a un relationnel qui fait qu'ils sont toujours suivis dans cette consultation. Donc ils ont plus de 18 ans et plus. Et nous avons inclus également les patients qui ont été traités pour une néoplasie, en général c'était le lymphome de Hodgkin, jusqu'à l'âge de 21 ans. La taille de l'échantillon a été déterminée à 100 patients. Nous en avons recruté 104
Nous avons également établi un groupe qu'on a appelé groupe de référence, dans lequel nous avons recruté des patients qui ont été appariés donc, à nos patients, pas des patients, des sujets sains qu'on a appariés aux patients selon le sexe et selon l'âge pour déterminer justement, vous savez tous, la valeur réelle d'un GLS normal n'est pas connue. En fait, ce sont des intervalles, d'accord? Donc nous nous sommes appelés à faire justement cette moyenne de GLS dans cette population de référence pour algérienne qui a le même âge, le même sexe, pour pouvoir comparer à cette valeur que nous avons appelée valeur de référence. Nous avons considéré un GLS bas si il était inférieur à 2 écarts types en dessous de la moyenne du GLS du groupe de référence. Les patients ont été donc reçus au niveau du service de cardiologie A2 du CHU de Savoie. Ils ont eu leur interrogatoire. Nous avons fait un examen clinique, un électrocardiogramme, une échocardiographie avec un GLS et nous avons donc recruté 104 patients comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le sexe ratio était de 1,3 avec une prédominance donc masculine. Le groupe de patients avait une moyenne d'âge de 25,12 plus ou moins 5,4, donc vous voyez que c'est une population qui est jeune. Le groupe référent avait une moyenne d'âge de 24,98, donc comparable au groupe de patients. La répartition selon l'âge, donc vous voyez que plus de 50% des patients, plus de la moitié, avaient entre 21 et 30 ans. Quant aux néoplasies, en premier lieu, ce sont les lymphomes hodgkiniens qui ont été donc, inclus dans notre étude. En deuxième lieu, les ostéosarcomes, sachant que tous ces patients, comme l'a si bien précisé le professeur Atif, toutes ces pathologies reçoivent des anthracyclines dans leur traitement. Pour la moyenne en année depuis la fin du traitement, elle est de 10,6 on a reçu des patients qui ont été traités 35 ans avant, d'accord? Donc à partir de 2 ans, de 2 ans à 35 ans, ces patients sont restés en contact avec leur médecin traitant, donc on a pu quand même les recevoir en consultation et les bilanter. Selon le type de traitement reçu, 19% des malades ont reçu une radiothérapie thoracique. La dose moyenne cumulée de radiothérapie thoracique médiastinale était de 34 gray. Vous voyez que c'est une dose quand même assez importante. La dose cumulée moyenne de doxorubicine était de 245 milligrammes par mètre carré. Selon les facteurs de risque, sachant que c'est une population relativement jeune, donc vous comprendrez que ce ne sont pas les facteurs de risque cardiovasculaires qu'on a l'habitude de décrire, l'hypertension, le diabète, etc. On s'est appelé surtout à évaluer les facteurs de risque du syndrome métabolique, qui font partie du syndrome métabolique, et vous le verrez sur les recommandations de l'ESC 2022 de cardio-oncologie, un chapitre a été consacré à cette particularité. Les facteurs de risque cardiovasculaire, revenons en arrière, la dyslipidémie représentait 11% des patients. Et si on va dans le détail, vous verrez que pratiquement 9% de nos patients étaient obèses, 7% avaient un prédiabète, l'obésité abdominale était à 15%, et la préhypertension était à 24%, et le taux de HDL bas cholestérol était à 44%. Les biomarqueurs cardiaques, voici les moyennes des résultats de notre population. Les anomalies des biomarqueurs cardiaques n'ont pas retrouvé d'anomalie particulière. L'analyse échocardiographique de la fonction ventriculaire, des dimensions du ventricule gauche, de la fraction d'éjection Simpson, de la fraction de raccourcissement, de la masse VG et du volume OG sont revenus sans anomalie. Un mot par contre pour le volume OG indexé, nous avons par contre noté une prédominance de petites oreillettes. On le verra dans la discussion, c'est en fait l'effet des anthracyclines qui n'agissent pas uniquement ces anthracyclines au niveau du myocarde ventriculaire, mais également au niveau du myocarde auriculaire. Et donc, nous verrons que ça sera l'intérêt plus tard de faire plutôt un strain auriculaire gauche pour évaluer cette fonction.
Qu'en est-il des résultats du GLS? Donc, dans notre groupe de référence, il était de 20,7. Et dans le groupe, la moyenne du GLS dans le groupe de patients était de 18,5, avec, comme vous le voyez, des extrêmes de 12 à 26%. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 50% de nos patients avaient une petite oreillette gauche lorsqu'on l'a comparé donc aux patients au groupe témoin. Le score de risque clinique, quant à lui, on a retrouvé, alors tous nos patients avaient un risque ou modéré ou élevé. Nous n'avons pas eu de patients qui avaient un risque bas. Donc, score de risque modéré à 54% et à 46%, score de risque élevé. La prévalence d'un GLS bas comparé au groupe de référence a été donc de 32%. Nous avons retrouvé 32% de patients qui avaient un GLS bas lorsqu'on comparait leur GLS à la moyenne du groupe de référence. Si on s'attelle à analyser la relation entre cette baisse du GLS et les facteurs prédictifs de cette baisse, en analyse bivariée, nous avons retrouvé plusieurs paramètres. Donc le nombre d'années depuis la fin du traitement, l'âge actuel des patients. Cette relation était significative dans ces groupes. Les facteurs de risque cardiovasculaire, la dyslipidémie, l'obésité, surtout le prédiabète, l'hypertriglycéridémie, le volume de logés, comme je vous l'ai détaillé tout à l'heure. Mais lorsqu'on va regarder en analyse multivariée, eh vous verrez que c'est surtout le nombre d'années depuis la fin du traitement, lorsque ce nombre d'années dépasse les 10 ans, et l'obésité ainsi que l'hypertriglycéridémie. Donc ce sont les facteurs prédictifs de la baisse du GLS dans notre population. Donc les deux groupes de référence et de patients étaient comparables. Lorsqu'on se compare aux autres études, il est vrai que donc nous avons remarqué que nos patients avaient une prévalence de GLS bas plus élevée, mais cette différence, cette valeur élevée est expliquée par plusieurs, donc si on regarde les différentes études qui ont été faites, la prévalence atteint les 28% et nous sommes à 32%, mais nous verrons qu'il existe plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Donc la valeur seuil du GLS qui a été parfois fixée aléatoirement à 16%, à 18%. Nous l'avons fixé à 17,3%, 16% dans cette étude de Liu. Donc forcément, les résultats de la prévalence sont différents. Ils sont plus élevés chez nous. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons pris une population du même âge et du même sexe dans la population algérienne. C'est-à-dire qu'ils ont été comparés à des personnes donc, du même milieu. Alors la prévalence de la baisse du GLS a été, cette prévalence élevée peut être également expliquée par le seuil de la fraction d'éjection VG utilisée. Nous avons pris les patients qui ont une fraction d'éjection supérieure ou égale à 50%. Ce n'est pas le cas des autres études, puisque là, vous voyez que d'autres études ont pris que la fraction d'éjection 3D. Certaines ont pris une fraction d'éjection à 55%. Certaines études ont fait la différence entre le sexe féminin et le sexe masculin. Et donc, pour nous, nous avons pris 50%. Tout ceci peut expliquer cette différence dans la prévalence de la baisse du GLS. Il est également à noter que dans notre étude, uniquement 20% ont reçu donc, une radiothérapie médiastinale. Dans les études, souvent, nous n'avons pas eu le chiffre exact des patients traités. Quant aux facteurs prédictifs de la baisse du GLS, vous verrez que, par exemple, nous avons utilisé ce facteur qui est le nombre d'années depuis la fin du traitement. Aucune des études précédemment citées ne l'a utilisé, alors qu'il multipliait fois 4,5, plus de 4,5 le risque de baisser un GLS chez un patient déjà traité. Un autre facteur, celui de l'obésité, par contre, qui est très important ici, il multiplie le risque de baisse du GLS dans cette population fois 15. Et les triglycérides élevés, où l'odds ratio est de 7,25, ce qui multiplie le risque x 7.
Les scores cliniques, nous n'avons pas trouvé de corrélation entre les scores cliniques que je vous ai montré tout à l'heure et la baisse du GLS. Donc, en fait, il faudrait faire un travail dans un sens qui va nous permettre d'améliorer et d'introduire d'autres facteurs, donc peut-être la mesure du strain global longitudinal dans ces scores cliniques. En conclusion, un pourcentage non négligeable de survivants du cancer traités par chimiothérapie, associés ou non à une radiothérapie et ayant une fraction d'éjection normale, présente un GLS bas, ce qui témoigne de l'existence d'une cardiotoxicité infraclinique. Le suivi à long terme et la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire chez ces patients s'avèrent indispensables. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'on ne va pas les surveiller et qu'on ne va pas les inciter à faire un régime de l'exercice physique. Les perspectives, je rebondis sur ce qu'a dit M. Bourda tout à l'heure. Nous espérons une collaboration entre les deux spécialités, les trois spécialités, les cardio-oncologues, les oncologues, les hématologues. Les pédiatres. Je parlais des cardio-oncologues. Pédiatres. Les oncopédiatres, Madame Goudière. Il ne faut pas m'en vouloir. D'accord, mais aussi on propose également la conception d'un modèle prédictif. On est à l'ère de l'intelligence artificielle maintenant. L'idéal, c'est d'avoir beaucoup de data, beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres pour pouvoir justement créer notre propre base de données qui va nous permettre peut-être d'établir notre propre schéma prédictif de cardiotoxicité chez tous les patients, mais en particulier chez les survivants. Il faut également, bien sûr, une surspécialisation en cardio-oncologie pour déjà sensibiliser les gens et orienter donc la prise en charge qui est spécifique dans cette population. Et enfin, on ne le dira jamais assez, n'est-ce pas, M. Bouzid, il faut une collaboration entre cardiologues, oncologues, hématologues et radiothérapeutes qui restent comme un pédiatre, Madame Eugène. D'accord, dans la prise en charge de ces patients. Merci pour votre attention. Merci.